l'enlèverai. Oui, d'accord. Ok. Là, on va Oui, enlever. oui. Il y a des Alors, c'est comme ça. Là, ça enregistre. Là, ça enregistre. Mettez fort. Voilà, alors, je vais vous expliquer les grandes lignes principales pour réaliser une boule de canton. Je dis les grandes lignes parce qu'on va réaliser une de A à Z. On aurait pour au moins 3 heures, même pour la boule. Si on passerait par les outils et le reste, on en a pour une semaine. Donc, je vais expliquer les grandes lignes. Voilà. Alors, une boule de canton, c'est du tournage, on appelle du tournage ornemental. C'est assez spécifique, mais surtout très technique. Donc, toute la conception des outils et du tournage. Le plus compliqué, c'est pas de tourner une boule de canton. Le plus compliqué, c'est de réaliser les outils et de réaliser une boule parfaite. Marge d'erreur tolérée négative ou positive, 2/10 de millimètre maximum. Déjà, c'est beaucoup de travail et de maîtrise pour réaliser ça. Après, quand on décide de faire de la boule de canton, il existe des outils déjà fabriqués pour en général créer des boules de 65 mm à 5 ou 7 sphères. Moi personnellement, j'ai fait mes outils dans une boule de 65, j'ai réussi à en faire rentrer 8. Enfin 7 dans la première, pour un total de 8. Après, je viens de finir des modèles 50 mm, 7 boules au total. Le gros travail, vous pouvez dire c'est la fabrication des outils. Je les fabrique en général dans des aciers HSS. Les miens sont faits dans des fers de rabot démochisseuses de récupération que les menuisiers ne peuvent plus faire affûter car ils n'ont plus assez de largeur. Donc ils les donnent, je mets les outils dedans. Après, en soi, c'est long, mais pas très compliqué. Ça demande beaucoup de finesse et d'ajustage. C'est tout. Ça, c'est pour les outils. Tu arrives à faire un bon plan sur les outils ou pas? Oui, oui. On voit un peu à quoi ça ressemble les outils. Là, on est parti. Voilà à quoi ressemblent les outils pour faire des boules de canton. En fait, ce ne sont que des crochets. Voilà. Mais qui ont, vous voyez ici, qui ont un rayon bien déterminé. Ce rayon-là, extérieur à l'outil, c'est ce qui vous donne la forme de la boule qui est en amont, c'est-à-dire dans le fond de la boule. C'est elle qui viendra parfaire la surface de la boule interne. L'outil suivant va découper celle qui est en amont, mais va finir la propreté de celle qui est en aval. Déjà, ça devient complexe. Pour avoir des surfaces de sphère parfaites. Un système lisse, foncé, quoi. Voilà, comme une pièce normale. Alors ensuite, pour pouvoir tenir ces outils-là, il faut faire ce qu'on appelle une porteuse d'outils, toute bête. C'est ça. Voilà. Et les outils que je viens de vous montrer, ben, ils s'insèrent dedans. Comme ceci. Comme verrouillé. Et c'est une petite partie tranchante là, qui va venir travailler à l'intérieur de la sphère. Voilà. Alors pour pouvoir ce faire, je vais mettre en appui cette porteuse-là, qui a un rayon ici, qui est le même que celui de la boule. En appui sur cette surface, pendant que la boule tourne, et en même temps pouvoir y rentrer ce petit couteau-là, qui va venir détacher les coquilles. Ou les boules, ou les sphères. Avec un truc rond, quoi. Voilà. Alors, pour pouvoir rentrer ces outils-là, dans la boule, qui a été tracée avec un diamètre d'entrée du trou précis, une profondeur précise, un diamètre profond aussi précis que le reste,
Il faut y faire un trou conique qui va nous permettre de rentrer tous les outils-là successivement afin de pouvoir détacher toutes ces coquilles-là. Ça demande beaucoup de précision. Alors, moi je tourne lentement quand je passe mes outils pour ne pas que l'outil chauffe, pour pas qu'il casse, et aussi pour pas que le bois chauffe. Parce qu'on casse aussi. Pourquoi? Quand on fait une boule de canton, on travaille dans tous les sens de la fibre du bois. Aucun sens n'est épargné. Et il y a des tractions phénoménales à l'intérieur de la boule. Le bois veut toujours se rétracter sur lui-même. Au contrario du bois qui sèche et qui fend en allant vers l'extérieur. Ça, il faut en tenir compte aussi. Des questions? Non? Pas du tout? Alors, comment dire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'importance de la boule est capitale. Je vous ai dit, on vient en appui avec ce porte-outil-là sur la surface de la sphère. Si la sphère n'est pas ronde, c'est une patate, à un moment donné, ça va vibrer. Parce que lui, il va absolument vouloir épouser la forme de la boule. Si on a des bosses, ça ne va pas aller. L'outil va reculer. Si l'outil recule, l'outil qui est à l'intérieur, lui, va reculer avec. Automatiquement, on casse tout ce qui a été fait en amont à l'intérieur. C'est fini, on met de la boule, on en fait. Voilà. Après, quand vous voulez faire celui-ci, vous décidez de faire de la boule, on va dire 60 mm, parce que vous avez envie de faire ce modèle-là, vous fabriquez vos outils en rapport du diamètre que vous avez choisi et du nombre de boules que vous souhaitez mettre à l'intérieur en restant dans un domaine du possible, en n'allant pas trop fin dans le bois, parce qu'à un moment, il y en aura plus assez. S'il y a un petit défaut en surface, de l'ordre de 2 dixièmes maxi, comme je vous ai dit, il va se répercuter aussi à l'intérieur, ce défaut-là. Il y a très peu de chances qu'on arrive à terme de la boule tournée. Tout réside dans la précision de tout, du début à la fin. Il n'y a pas de secret, il n'y a que ça à savoir. Et à respecter impérativement. Et ne pas vouloir finir la boule avant de l'avoir commencé. Ça dure le temps que ça dure. Voilà. Beaucoup ont essayé, il y a beaucoup d'échecs. Ils n'ont pas fait suffisamment de recherche sur l'application et la mise en œuvre des outils de la boule et tout, et c'est souvent pour ça qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils laissent tomber l'affaire. Il ne faut pas, au contraire, il faut essayer de trouver où est l'erreur pour pouvoir y arriver. Il y a une telle satisfaction quand on y arrive, c'est incomparable. Un tourneur averti, non pas, parce qu'il n'y a pas besoin d'être averti en tournage pour faire ce genre de choses non plus. Il faudrait avoir des années d'expérience, d'avoir fait des dizaines de stages, ça ne servira à rien. C'est bien la conception des outils, l'utilisation. Tout seul, je peux vous dire en gros que c'est abordable par tous les tourneurs, même ceux qui n'y seraient pas. Un tour, quelques outils de fabrication maison, ça suffit. C'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Il ne faut pas en avoir peur, il faut juste oser. C'est tout. Et en osant, souvent on y arrive. Il ne faut pas laisser tomber les bras si on a un échec. Il faut s'y remettre. Voilà. Je dis ça parce que c'est comme ça que j'ai progressé et que j'y suis arrivé. Maintenant ça marche. Et je suis content. Et vous allez regarder, c'est moi qui vous explique comment on fait. Enfin, il faudrait faire. Voilà. Parce que je n'ai pas la science infuse non plus. Et vu que je me suis mis tout seul dans mon coin, il y a d'autres gens qui font, mais qui ont d'autres techniques aussi. Deux qui sont très connus en France, voire à l'international, M. Paul Texier et M. Jean-Claude Charpignon. Et un ami ici présent aussi, M. Mario Bolcado. Son épouse ici. Voilà. Donc, il suffit juste d'oser, essayer et faire. Les récidiver sont tout. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un peu en gros comment ça se passe. Bon, déjà, faire ce qu'on appelle la lunette. En gros, c'est le trou conique qui va me servir à passer les outils pour détacher ces fameuses boules. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est précis. Même dans le diamètre de l'entrée du trou,
Le diamètre correspond au passage de cet outil-là, le dernier, voire les autres, parce qu'il faut pouvoir les introduire à droite pour venir les faire pivoter à gauche. Si l'outil est trop long, ben, on n'arrivera pas à le rentrer. Si l'outil est trop court, il n'ira pas assez loin pour détacher les moules. C'est complexe aussi. Ça, il faut bien le comprendre. Et quand on fait ce genre de choses, tu vois là aussi, là. Ah voilà, donc c'est bon. Là vous pouvez voir, ça c'est une lunette qui est faite, elle est bouchonnée. Ces bouchons-là sont en polystyrène styrodure et permettent de maintenir les moules décollées afin qu'elles ne se mettent pas à vibrer et qu'elles ne viennent pas s'éclater les unes contre les autres. Et là vous voyez un traçage ici. Et vous en voyez un autre ici. Ce sera une et deux lunettes qu'on va faire ensemble. Et vous voyez, entre ces trois lunettes-là, ici il y a un point. C'est le centre des trois lunettes-là. Il faut que les outils viennent se croiser à cet endroit-là pour que ce soit détaché. Si ça ne vient pas jusque-là, les boules ne se détacheront pas. Et ça, c'est du fond jusqu'à l'extérieur. Voilà. C'est pour ça que la longueur de l'outil avait une importance capitale. On va le mettre dessus, on voit bien que ça vient croiser. Je vais même plus loin. Je dépasse l'axe en fait. Après, si on fait une lunette trop grande, on n'aura pas assez de bois, la boule éclatera quand même. Si on fait une lunette plus petite, on ne passe pas les outils, on n'y arrivera pas. Encore une fois, c'est de la précision. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Alors là, je vais vous montrer, on va faire le truc conique déjà. Par lequel, après, je vais y passer les outils successifs en commençant du fond vers l'extérieur et non pas à l'inverse. Pourquoi? Si je commence à l'extérieur, je vais enlever du bois et vu que je viens m'appuyer avec mon porte-outil sur la première, du bois enlevé derrière, je vais fragiliser l'ensemble extérieur. Donc, je vais finir par rentrer vers l'intérieur de la boule et je casse tout. Donc, on va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Garder un minimum de solidité dans la boule. C'est rien d'anodin. Il faut tout réfléchir avant, le pourquoi, le comment, et en cas d'échec, trouver surtout pourquoi. Alors pour faire la lunette, on a le choix entre deux solutions. On a la solution d'utiliser un outil qui est conique, qui correspond à la moitié du cône, c'est-à-dire de l'axe vers le fond et un côté. Ça c'est l'axe et ça c'est un côté. On peut l'introduire dans cet outil, dans ce porte-outil, et de creuser, toujours en allant du centre et en enfonçant progressivement, afin que le côté là vienne s'ajuster sur le côté de la lunette et faire un trou parfaitement conique. Moi perso, j'aime pas. C'est un outil qui est relativement lourd, qui est très pratique pour les autres outils parce qu'il y a moins de vibrations, mais pour ça, j'aime pas. Alors je me suis fabriqué un outil maison dans un vieux ciseau à bois qui est exactement la réplique de ça. Voilà. Qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus maniable. Et en plus, on voit ce qu'on fait à l'intérieur du trou. Et ça, il y a toute la partie métallique ici qui nous gêne. On ne voit pas très bien. Après, il faut toujours travailler tous les outils qu'on va utiliser à l'axe. Que ce soit celui-ci pour faire le cône ou tous les autres pour découper les coquilles.
Si on est au-dessus, ça ne marche pas non plus. Parce qu'il y a l'épaisseur de métal de l'outil qui va venir gêner, frotter contre le bois qui est en dessous ou au-dessus, et ça casse. Toujours le tranchant de l'outil à l'axe. C'est très rigoureux. Alors là, pour faire le cool, je tourne relativement vite. Alors là, j'ai commencé le contrôler, mais bon, il faut que je sois certain d'avoir la bonne longueur, enfin profondeur, on va dire, et un bon diamètre au fond. Je vous ai dit que je ne me servais pas de celui-là parce que c'est pas très pratique pour le creusage, mais par contre, je m'en sers comme gabarit pour savoir si j'ai atteint la bonne profondeur et le bon diamètre au fond. Donc, je ne l'abandonne pas complètement, cet outil. Et là, on contrôle. Alors, le but, c'est d'avoir l'outil, la pointe de l'outil au fond du cône, et le rayon là, en appui sur la boule. Tant qu'on n'a pas ça, c'est qu'on n'est pas bon. Et là, j'en suis très loin. Donc, on continue à creuser. Voilà. Je suis pas en appui. Donc, on continue à creuser. Un petit peu.
et du peuplier. Eh bien, est-ce la vie de nous présenter tous ces objets et venez nombreux. Là, c'est bon. Là, on pourrait attaquer le passage du outil. Et vu que je suis un peu extrémiste, dans le bois, vu que toutes les coquilles qui sont faites, sauf la dernière, elles ont toutes 12 trous. Alors je pousse le vis jusqu'à aller faire les 12 petits trous dans la dernière qui sera au fond. Donc pour ça, une petite mèche avec le petit membrane qui va bien. Ça c'est une mèche. En fait, c'est pas une mèche, c'est une fraise. Au bout, elle n'est pas pointue, elle a 4 petites dents. C'est très pratique sur des surfaces arrondies, les petites dents. Parce qu'une mèche avec un seul point, elle va se mettre à vibrer, elle ne sera jamais au milieu, vous aurez un trou ovale au lieu d'avoir un trou rond. Mais vu qu'il y a très peu de bois au fond, forcément on éclate tout. Tandis qu'avec ça, non, ça fait bien un trou bien cylindrique. Sans casser, sans arracher, ni rien. Il va faire un blanc à l'intérieur. Non, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. On verra après les coquilles détachées, mais là au fond, la dernière petite au fond, elle a le même trou qu'ici. Bien que ce soit une bille en fait. Voilà. Et là maintenant, je vais attaquer le passage des outils progressifs en allant du fond vers l'extérieur. Alors là, vous avez vu sur cette porteuse, il y a une grande rainure, c'est là où rentre l'outil, mais à l'arrière, il y a un petit trou. Ce petit trou, il n'est pas là par hasard. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on travaille à l'intérieur, il y a du copeau qui sort et qui vient se loger un peu partout sur les outils, comme sur le grand du tour et ainsi de suite. Quand on met les outils dedans, s'il vient y avoir sur le plat du fond de la gorge, là, un petit copeau, on rentre l'outil, on le pousse, le copeau il est entre la butée et l'outil. Notre outil n'est plus à la bonne longueur. Vu qu'il y a un copeau, l'outil a avancé. Donc vous n'avez plus la même profondeur. Donc vous allez attaquer la boule qui est devant. Vous allez faire 2 passages d'outils dans la même boule. Ça c'est pas bon non plus. Parce qu'il va en manquer une à un moment donné. Encore une fois, il n'y a rien d'anodin, il n'y a pas de hasard. Tout est fait avec une raison précise. Là, vous avez vu, j'ai rebaissé mon porte-outil, parce que vu que je suis plus épais que mon outil là, donc je rabaisse pour redescendre de nouveau à l'axe avec le tranchant du petit outil qui est là. Si je suis trop haut, je vais le rentrer, je vais arracher, je vais casser là. Et on laisse le tour se mettre en rotation à la vitesse qu'on souhaite travailler avant d'y introduire l'outil. Là, c'est pas mon tour, mais là, pour moi, ça tombe pour les tours. Je passe les outils, je ne tombe pas à cette vitesse-là. Alors là, j'ai rentré l'outil au fond. Le côté là, sur la droite du cône. Ensuite, une fois qu'il était au fond, je l'ai fait pivoter
ça en appui sur la boule, pour venir en buter côté gauche avec ce côté-là. Là c'est pareil, ici c'est une largeur bien précise, avec des angles précis aussi, qui correspondent au côté. Alors, si c'est pas bon, qu'est-ce qui va se passer? S'il est trop petit, trop étroit, eh bien, on va aller davantage plus loin. Le problème, si on va plus loin, l'outil, lui, vu qu'il pivote, il va aller plus loin aussi. Et il va aller casser la coquille qui est en avant. Il va venir la frapper. Pas bon non plus. S'il est trop large, eh ben, on ne va pas assez loin. Et même qu'on ait la bonne longueur d'outil au bout, ben, elle sera plus suffisante parce qu'on n'aura pas été assez loin. Donc ça fait une cale, un coin. Ça nous empêche de progresser. Et les coquilles ne se détacheront pas. Encore une fois, c'est de la précision. Nous avons Jean-Baptiste Delo, Là, on progresse doucement en laissant l'outil le temps d'une façon ou de l'autre. Ça ne sert à rien d'arriver. Voilà, là on voit toutes les coquilles qui sont détachées.
voit les espaces vides et on voit les épaisseurs de bois. Et si avec la caméra on voyait jusqu'au fond, on peut en compter 8 avec la petite bille qui est au fond. Tu arrives pas? Pas vu. Là, c'est flou. Vous voyez, il n'y a rien de difficile à faire ce que je viens de faire tout de suite. Le plus compliqué, c'est de faire tout ce qu'il y a à faire avant. C'est ça, en fait, le plus compliqué. Faire la boule en elle-même, c'est plus rien du tout, après. C'est juste, on va dire, une prouesse un peu technique, quoi. C'est uniquement ça. Avec un petit pari avec soi-même, j'y arriverai ou pas. C'est ça. Comme je vous disais, il faut juste oser. Et prendre le temps de faire ce qu'il faut pour y arriver, quoi. Alors, comme je vous ai dit, j'ai mis des petits bouchons, c'est du polystyrène styrodure tout simplement, hein, que je découpe devant la télé quand j'ai le temps, pour pouvoir bloquer toutes les sphères qui se détachent au fur et à mesure, pour pas qu'elles se mettent en vibration, qu'elles viennent frapper les unes entre elles contre l'autre, et qui finissent par exploser à l'intérieur. Voilà. Et il y a 12 trous, il faut boucher les 11 trous. C'est quand même impératif. Si on fait ça, on espère tous arriver jusqu'à la fin, autant mettre toutes les chances de son côté et faire ce qu'il faut pour y arriver. C'est pas un bouchon de plus ou de moins qui va faire la différence, alors autant la mettre. C'est important aussi, quand on met le bouchon et qu'on le fait, il ne faut pas qu'il soit trop lâche pour que ça tienne. Il ne faut pas qu'il soit trop fort non plus, parce que si on le rentre avec force, ben, on pousse les coquilles vers l'intérieur, mais en même temps, on les écarte vers les côtés. Donc, on les enfonce et on les fend. C'est un coin, si vous préférez. C'est comme si on mettait un coup de merlin sur une bûche, ça fait la même chose. Tout explose aussi. Encore une fois, c'est de la précision. On le rentre juste ce qu'il faut. Et on ne va pas plus loin. On coupe l'excédent pour pouvoir tourner la boule. Et voilà. Et ensuite, on recommence. On tourne la boule, on la place grossièrement. On remet la bague de compression sans la serrer pour pouvoir mettre la boule dans l'axe. Alors c'est pareil, là il y a plusieurs techniques. C'est où on l'ajuste avec un trait de crayon en faisant tourner la boule pour pouvoir la placer au bon endroit jusqu'à avoir vraiment un petit point qui nous donnera l'axe. Si on a fait des bons traçages, on n'a pas de souci. Et une pointe à centrer, enfin, une contrepointe, genre de celle-ci, qui est très fine et très longue, avec j'ai un angle à 60 degrés. Vous voyez qu'elle est très longue, ça me dégage la vue, c'est beaucoup plus précis. Cette contrepointe-là me sert qu'à faire ça. Parce que même en tournage, je n'utilise pas ce genre de contrepointe. C'est juste une parenthèse. En fait, une contrepointe comme ça, qu'elle soit aussi fine ou plus grosse, peu importe, comme celle-ci, personnellement, je ne m'en sers pas, comme je viens de vous dire, pourquoi. Enfin, pour moi, ça c'est hyper dangereux. Tous ceux qui se chauffent au bois ou qui fendent du bois se servent d'un coin, d'un merlin, un truc comme ça. Ben ça, c'en est un en fait. Quand on met le bois entre pointes, peu importe, quand on serre et qu'on met ça, on fait en fait ce que le bois demande à faire naturellement, se fendre. En poussant, ça rentre, on écarte le bois, il fend. Moi, ça perso, j'ai que ça pour tourner, je regarde l'autre tourner, moi je ne tourne pas. En plus de ça, l'autre inconvénient, quand on tourne, qu'on dégrossit un rondin par exemple, qui est complètement irrégulier, et ben vous vous apercevez qu'à la gauche de dégrossir, à un moment donné, ben ça accroche, le bois tourne plus, mais tout le reste continue à tourner. Ça ne tient rien du tout. Je ne comprends pas qu'on continue à les fabriquer, surtout à les vendre. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. En fait, tout le monde fait comme il veut. Il y en a un, pour ne pas citer de nom, qui a sorti des contrepointes qui sont très bien, avec plusieurs dents, c'est le top. Et ça assure une meilleure prise. Côté entraînement, comme contrepointe. C'était juste une parenthèse.
Vous voyez, avec l'habitude, je l'ai quasiment centré avec l'habitude. Juste, je l'ajuste un petit peu. Je laisse la contrepointe en place et je serre. Alors ça c'est pareil, vous l'enlevez, vous la laissez pas dessus. Parce que comme vous utilisez l'outil, vous avez le coude qui est un peu vers l'extérieur, donc ça, vous reculez, la contrepointe, ça fait mal. Il faut y penser, ça va arriver aussi. Là, je vais remonter mon porte-outil pour remettre cet outil-là à l'axe. Voilà. Tu arrives à faire une vue de ça, du porte-outil. Vous voyez comme il est positionné, je suis toujours au plus près possible de la boule. Je l'ai fait exprès ce porte-outil-là. Et ben, pourquoi ? Pour éviter les vibrations de ce outil-là, pour pas qu'il claque dessus. Et en plus, le morceau que vous voyez là, c'est du téflon. Enfin, moi j'appelle ça du téflon, c'est moitié plastique, moitié téflon et moitié on ne sait pas autre quoi. Ça absorbe les vibrations de cet outil-là, mais aussi de celui-ci. Que si on prend du bois, du métal, c'est pas pareil. Il y a plus de rebondis dessus. Qui dit rebondi ou vibration, qui se répercute au bout de l'outil, dans la boule, casse, fini. Encore une fois, il n'y a rien d'anodin, c'est encore de la précision.
Là, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend bien les parties bois plein, les parties vides. On entend, ça change de bruit à chaque fois. C'était la cornemuse. Non, non, c'est pas la cornemuse. Là, c'est du vide. Là, c'est du plein. Et là, on entend un coup sur deux du vide et du plein. Parce qu'en fait, je passe dans du bois que j'enlève, et du bois qui a déjà été enlevé en amont avec les autres lunettes qui ont été faites. Et on entend un troisième bruit, en fait, c'est quand j'entaille le polystyrène de la lunette qui a été en amont. Le quatrième, c'est la cornemuse. Le quatrième, c'est la cornemuse. Oui. Alors surtout, il ne faut pas oublier, quand on a introduit l'outil, en le faisant pivoter, ne pas tirer droit. Parce qu'il y a un couteau qui est à l'intérieur entre deux surfaces de bois. Il faut penser à bien prendre le temps de faire le retour inverse. Bien sortir l'outil. Sinon, encore une fois, on casse ou la boule ou l'outil. Et vu la complexité et le temps qu'on passe à faire ça, c'est dommage. Après, le refaire, c'est pas dit que vous arriverez à le refaire à l'exactitude, là c'est de l'ordre du centième de millimètre, pour pouvoir finir la boule, et vous aurez des défauts à la surface de la boule sur lequel il aurait été cassé. On retombe rarement en face. Il y a des décalages de bois. Là, on entend bien les différences de matière. Je suis très attentif à ces bruits-là quand je tourne les boules de tampon. Ça me permet de savoir à peu près où je suis et dans quoi je passe, quoi. Si c'est du vide, du bois ou du polystyrène. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure avant de venir, j'ai avancé la boule un maximum pour ne pas répéter ça 12 fois, parce qu'on va nous servir le dîner sur place. C'est juste pour vous faire comprendre et vous montrer les grandes lignes, comme j'ai dit, et les procédures d'utilisation des outils et la méthode de tournée. Voilà. Donc quand je vais vous enlever les bouchons en polystyrène, vous allez voir que tout devrait se démouler. Quand je dis démouler, se mettre en mouvement. C'est pas gagné, ça m'arrive des fois.
Le ponçage en général, je fais un petit coup de ponçage à l'intérieur, parce qu'après je peux plus y revenir. Et puis un petit coup à l'extérieur, bon, avec du papier 380, en fait c'est juste pour lustrer la boule, c'est tout. Après l'extérieur, vous pouvez le faire après, ça ne gêne rien, par contre l'intérieur on ne peut pas en venir. Voilà, parce que tout va être en mouvement, donc c'est fini. Et vu que quand on travaille, au temps précis qu'on le peut, et on est que des humains, pas comme des machines, la précision, c'est toujours avec plus ou moins. Eh bien, même en essayant de réaligner les coquilles, c'est possible, hein, parce qu'avec 2 doigts je y arrive, mais vu qu'elles se sont mises à tourner, admettons qu'on les ait numérotées, enfin, on ne peut pas remettre toutes les lunettes qui ont été faites avec le premier trou ensemble, parce qu'on ne sait plus laquelle qui est avec qui. Et là, quand vous mettez le doigt, que vous les avez alignés, vous vous apercevez qu'il y a des légères différences. C'est plus conique comme ça était au départ quand vous l'avez fait. De l'ordre de dixième de millimètre. Et ça suffit. On ne peut plus revenir. Voilà. Alors quand vous faites une pièce comme ça, vous décidez de la mettre sur un pied, avec un fleuron, admettons, et que vous voulez voir les boules vraiment avec les écarts de bois enlevés, les épaisseurs de bois restantes, pour que ce soit joli à regarder, puis voilà quoi. Au départ, il faut travailler avec 2 lunettes opposées, ce qu'on appelle 2 pôles, bien définis. Ceci, vous mettez du bouchon en haut et vous faites tout de suite 2 repères dessus, pour ne plus les mélanger avec tous les autres, parce que vous ne les retrouverez pas. Parce que si vous avez fait votre petit pied avant ou après, vu que ça s'est mis en mouvement, vous n'arrivez plus à retrouver. Et forcément, il y aura le pied, il sera peut-être droit, le fleuron, il sera d'un côté, il sera de l'autre. Vous n'arrivez plus jamais à l'aligner, c'est fini. Vous aurez une pièce pour le voilà. Ça, il faut savoir, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser, mais c'est pas évident d'y penser, parce que souvent on le découvre après avoir fait la première. C'est comme ça. Après, c'est bien aussi d'avoir des copains, des amis, ou des gens que vous ne connaissez encore pas, qui ont déjà un peu cette approche, cette expérience, et qui auraient la patience de vous montrer, de vous dire ce que vous voulez savoir, les endroits où vous calez, ce que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est regrettable, et il y en a de moins en moins qui veulent partager tout ça. Et je trouve ça dommage. Parce qu'un jour, tout ça, ça partira dans l'oubli. Les enfants, petits-enfants, peut-être qu'ils ne sauront plus faire ça. Le tournage en France, il a déjà failli disparaître, contrairement chez les anglo-saxons, qui eux pratiquent ça comme nous on ferait la vaisselle. Et en plus, ils ont un approche du tournage sur bois qui est vraiment dans le sens art, proprement dit, puisqu'ils connaissent et ils ont le goût des choses et de la valeur des choses. Que nous, en France, on a beaucoup oublié. C'est pour ça que le tournage, comme on l'a connu, les 12 pieds de table, les chaises, tout ce qu'on veut, a quasiment disparu et remplacé par les tours numériques, et que ça a failli tomber dans l'oubli, remis sur le marché par des tourneurs connus de tous en France et à l'étranger, qui ont transformé ce tournage-là en tournage d'art. Voilà. Et c'est grâce à ça que je suppose que vous êtes quasiment tous tourneurs ici, sinon vous ne seriez pas là en train de regarder faire. C'est pour ça qu'on a quand même le bonheur de perpétuer un métier, déjà, qu'on a transformé en art. Maintenant, les Français, je trouve qu'ils font. C'est pas nous cette fois-ci, c'est pas les tourneurs, c'est les gens qui nous entourent. Mais ils ne font pas plus d'efforts que ça pour que ça se démocratise davantage et que l'art français puisse être exporté autant que l'art anglo-saxon. Et je trouve ça regrettable. Parce qu'en France, on a tous des mains en or. On a un savoir-faire qu'on nous envie tous, mais on ne sait pas l'exploiter. Ça, je suis triste. C'est pour ça. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je me mets toujours à la portée de toute personne qui souhaiterait faire ce que je fais, ou ce que je ne fais pas, mais que je pourrais aider par des connaissances différentes, pour continuer à perpétuer l'art du bois en France, sous toutes ses formes. Au moins, c'est que moi je maîtrise. Le tournage, par exemple. Alors maintenant, je vais là dans l'enlever de la matrice, et je vais essayer de la démouler et voir si ça bouge.
Alors vous voyez, là déjà dans la matrice, la boule elle ne bouge pas, elle ne tombe pas. Pourtant j'ai enlevé tout ce qui est la matière. Ça encore c'est une question de précision entre la boule et la matrice qui tient la boule. La matrice je l'ai faite comme ça, c'est un bouchon PVC de sang. J'ai vidé le bouchon bien évidemment. J'ai fait une petite bague de plastique. Alors c'est une planche à découper, donc le saucisson, acheté dans n'importe quel supermarché à 2 euros et quelques. On peut en faire plusieurs dedans. C'est ce qui vient me mettre la boule en compression dans le fond de la cuvette de la matrice. C'est pour être certain qu'elle ne se mette pas à pivoter quand je rentre les outils. C'est-à-dire mon outil veut l'entraîner à tourner. Donc là, ça me casserait tout aussi. Encore une fois, il faut y penser, c'est de la précision et de l'anticipation. Ça, bon, c'est abordable de tous aussi. Pas besoin de matériel spécifique. Et ça coûte 3 fois rien. Tout ça aussi pour vous dire que ça ne sert à rien de faire des investissements pas possibles sans savoir si on va y arriver ou pas. Et en même temps, c'est une belle expérience de faire ces outils soi-même. On en tire beaucoup plus de satisfaction. Et en même temps, ça nous apporte un savoir supplémentaire qui nous ouvre d'autres portes pour fabriquer d'autres outils pour d'autres choses. Même pour du tournage basique, comme on le fait habituellement. Personnellement, je me fabrique à peu près 80% de mes outils, hormis les bouges. Je fabrique des outils qui me servent souvent à une seule chose. C'est tellement pratique quand on l'a, et on travaille avec tellement de finesse, c'est tellement beau au fini qu'il ne faut pas hésiter. Après, il faut choisir quand même ses aciers. Un conseil, ne pas utiliser de vieilles lignes, de vieilles râpes et de tout. À bannir. Beaucoup trop d'accidents. Ce n'est pas les mêmes aciers, ça casse à tout instant. C'est direct la tête qui prend. Si ce n'est pas la nôtre, c'est celle du copain qui est en face. C'est dommage parce que les copains en général, on les aime bien, entiers, comme ils sont. Autant ne pas les abîmer si on a envie qu'ils reviennent à la maison. Voilà. Vous voyez, une simple compression. Vous allez voir, quand je vais la démouler, il y a des petits copeaux qui vont quand même sortir. Alors, ne faites pas la bêtise de prendre la soufflette pour vouloir absolument nettoyer tout le travail qu'on fait au fur et à mesure. Les petits copeaux qui sont à l'intérieur, eh bien, ils nous aident, comme moi j'ai mis le polystyrène, ça un maintien supplémentaire entre les boules détachées. Ces petits copeaux-là, eh bien, ils tiennent quand même les boules aussi. Parce qu'il y a des parties qu'on ne cale pas. Eux, ils sont logés là, à chaque fois. Et ils maintiennent à cet endroit-là. Et c'est important. Parce que là, l'endroit-là, c'est l'endroit où on vient appuyer avec la matrice, enfin avec le support d'outil. Et en fait, c'est faible, il n'y a quasiment pas de bois. Donc le peu de copeaux qui est entre les deux surfaces répétées jusqu'au fond, ben, ça a un appui supplémentaire. C'est pas les moindres non plus. J'ai essayé de faire ça, nettoyer complet, et ben, j'ai cassé la boule. J'ai abandonné, j'ai continué comme j'ai toujours fait, je n'ai plus jamais cassé. C'est là que j'en ai déduit que les petits copeaux résiduels avaient une importance. Il faut se poser beaucoup de questions, pourquoi, comment, et surtout, trouver la solution. Alors là, je vais en dégager une partie, et là, on voit bien que c'est bourré de copeaux dedans. D'ailleurs, on les voit tomber. Vous voyez, voilà tout ce qui sort encore. Et pourtant, il y a du copeau qui sortait tout à l'heure. Donc ça nous cale tout à l'intérieur. Et si vous avez eu l'opportunité et la chance de monter à Egin et de voir Paul Texier faire ça, vous avez pu voir qu'il n'a pas de compresseur et qu'il souffle jamais rien. Voilà. Après, comme vous faites ça, puis si vous voyez la première qui vient à se fissurer, ben ça vient des tractions du bois que je vous expliquais au début. Là, vous arrêtez tout, et avant de continuer à la massacrer, bien que ce ne soit pas de votre faute si elle commence à se fissurer, ben vous la cyanolitez, la fissure. Vous attendez un petit peu, si vous avez de l'accélérateur, vous l'utilisez pour démarrer de suite, sinon vous attendez une petite heure, vous allez boire un café ou autre,
et vous y remettez. Vous sauvez la boule. Mais elle n'est pas perdue pour autant. Voilà. Je vous dis ça pour ne pas se décourager, quoi. Là, on a tout enlevé, avec mes deux doigts, je maintiens tout. Là, je vais la taper tout doucement pour enlever le restant des copeaux, et là, tout va se mettre à bouger. Normalement. Et là, on entend, elles sont libres dedans. Voilà. Tout est libre à l'intérieur. Voilà. Merci à vous. Alors, je suis quand même désolé de pouvoir vous expliquer que les grandes lignes, parce que je vous dis, on en aurait pour plusieurs heures, démarrant du début jusqu'à la fin, plusieurs jours si on commence à la fabrication des outils. Mais surtout, essayez un jour de vous faire plaisir et d'essayer de faire ça. Parce que je serais content qu'on soit de plus en plus nombreux à faire ça. Pour pas que ça tombe dans l'oubli. Croyez-moi, en France, on n'est pas très nombreux à en faire, et encore moins à les réussir à chaque fois. Alors surtout, n'hésitez pas, faites-en, essayez et faites-vous plaisir. Moi, ça me ferait plaisir en tout cas, de pouvoir partager ça avec des gens, des tourneurs, des amis, des copains. Ça paraît inabordable de par la complexité de la fabrication de tout, mais ça vaut le coup d'essayer. Je pense. Je pense. Surtout pour soi-même. En plus de ça, ça ne demande pas beaucoup de bois. Ça ne demande pas des bois spéciaux, parce que je les fais quasiment dans toutes les essences, sauf les exotiques, parce que je déteste travailler avec les exotiques, parce que ça désaffecte tous les outils, il y a toujours de la silice dedans. C'est les bois les plus toxiques de tous, sachant que tous les bois, sans exception, même les Européens, sont tous toxiques. Il n'y en a aucun qui nous épargne. Et en plus de ça, quand on fait ça, on n'a pas besoin de nettoyer l'atelier de fond en comble, parce qu'il y a quasiment pas de bureau et de poussière. Voilà, surtout. Faut pas que je sois feignant, hein. Voilà. C'était juste une parenthèse aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir à essayer. Si vous voulez avoir des conseils, vous allez voir Mario Volcato, où vous venez me voir. Voilà. On est à deux ici, à Dolexpo, à pouvoir vous renseigner sur tout ce que vous voulez savoir. Et ça nous fera plaisir à tous les deux de pouvoir vous rendre ce service. Voilà. Merci à vous d'être venus me voir. Au revoir, Nicole. Si vous voulez voir mes outils avant de partir, ici ou là où je suis, là où sur mon stand, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour ça. Merci, monsieur. Merci à vous de m'avoir supporté.